Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 9 février. J'espère que vous passez un bon week-end et que vous allez bien. En tout cas, nous on est parti pour notre tour d'horizon de l'actualité économique. Et pour la première actualité, on part de l'autre côté de l'Atlantique où Donald Trump a fait marche arrière en suspendant les droits de douane contre le Mexique et le Canada. En fait, sous la menace d'une augmentation des droits de douane à 25%, le Canada et le Mexique ont cédé aux exigences de Donald Trump en matière de lutte contre l'immigration illégale et le trafic de fentanyl. Ottawa s'est engagé à renforcer ses contrôles frontaliers avec un budget de 1,3 milliard de dollars canadiens et la création d'une force d'intervention conjointe avec Washington. De son côté, Mexico a promis de déployer 10 000 soldats supplémentaires à sa frontière avec les États-Unis. En contrepartie, le président américain a donc accepté une trêve d'1 mois sur les droits de douane. En revanche, la Chine contre-attaque face aux droits de douane de 10% supplémentaires que Trump a annoncé. Alors en fait, Pékin a annoncé imposer des droits de douane de 15% sur le charbon et le gaz américain. Par ailleurs, des taxes douanières de 10% seront infligées aux importations de pétrole américain et à d'autres catégories de biens venant des États-Unis, comme des machines agricoles, véhicules de sport de grosse cylindrée et camionnettes. Pékin a également fait part de sa décision d'ouvrir une enquête contre le géant technologique américain Google, soupçonné d'avoir enfreint sa réglementation anti-monopole. La Chine a dans le même temps annoncé l'ajout du groupe de prêt-à-porter américain PVH Corp, qui possède notamment Tommy Hilfiger et Calvin Klein, ainsi que le géant de la biotechnologie Illumina, à une liste d'entités peu fiables. En termes de chiffres, les États-Unis importent beaucoup plus de Chine qu'ils n'y exportent, avec une balance commerciale négative de 270 milliards de dollars sur les 11 premiers mois de l'année 2024. Pour la deuxième actualité, on reste sur le sol américain, où Donald Trump a signé un décret pour créer un fonds souverain américain. Alors l'idée n'est pas nouvelle. Par exemple, la Norvège possède le fonds souverain le plus important au monde, et il est largement alimenté par les recettes tirées des revenus pétroliers et gaziers. Et très concrètement, les excédents budgétaires générés par ces revenus sont transférés dans le fonds souverain plutôt que dépensés immédiatement. Une fois alimenté, le fonds investit dans des actions pour 71% du total, des obligations pour 27% et des actifs immobiliers pour 2%, le tout à l'échelle internationale. Aujourd'hui, le fonds souverain pèse pour 1800 milliards de dollars, possède 9000 actions d'entreprise en portefeuille et est exposé à plus de 1500 obligations, ce qui lui a notamment permis d'afficher un rendement de 13% en 2024. Et à titre de comparaison, le fonds pesait seulement 44 milliards de dollars en l'an 2000, soit une progression de 4000% jusqu'à aujourd'hui. Et cela permet à la Norvège de générer des rendements à long terme et de permettre de financer en partie le budget de l'État. Mais la Norvège n'est pas le seul pays à posséder un fonds souverain, c'est aussi le cas de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Chine ou encore de la Russie. Et Donald Trump a signé un décret cette semaine pour lancer la création d'un fonds souverain américain. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a indiqué aux journalistes que le fonds serait mis en place dans les 12 prochains mois. D'ailleurs, Donald Trump a cité les activités américaines du réseau social TikTok comme exemple potentiel d'acquisition qui pourrait être facilité par un fonds souverain américain, mais n'a pas donné plus de détails, je vous tiendrai au courant. Pour la troisième actualité, on revient en France, où la stratégie nationale pour développer l'intelligence artificielle se peaufine. En fait, Paris accueille le sommet international de l'IA entre le 6 et le 11 février, avec des chefs d'État comme le Premier ministre indien Narendra Modi, J.D. Vance, le vice-président américain, ou encore la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui seront présents, mais aussi des chefs d'entreprise comme Sam Altman, le patron d'OpenAI, ou encore Sundar Pichai, le directeur général de Google, et bien d'autres. Et dans ce cadre, François Bayrou a annoncé la mise à disposition à des acteurs privés de 35 sites clés en main, pouvant accueillir des data centers sur l'ensemble du territoire. La carte des sites sera présentée pendant le sommet, a précisé Matignon. Le Premier ministre François Bayrou a aussi annoncé une enveloppe de 400 millions d'euros pour l'année 2025, à laquelle viendront s'ajouter d'autres annonces publiques, privées et européennes durant le sommet. Sur le plan de la formation, la France a mis en place 9 clusters IA, qui sont en fait des pôles d'excellence en recherche et formation en intelligence artificielle, soutenus à hauteur de 360 millions d'euros, et l'objectif est de former 5000 chercheurs supplémentaires d'ici 2030. De leur côté, les Émirats Arabes Unis ont annoncé ce jeudi la construction en France d'un campus axé sur l'intelligence artificielle, avec un
un data center géant d'une capacité de calcul pouvant aller jusqu'à 1 gigawatt, ce qui représente des investissements d'un ordre de grandeur de 30 à 50 milliards d'euros, a annoncé jeudi l'Elysée. Je vous tiendrai au courant des principales annonces faites ces prochains jours, jusqu'au dernier jour du sommet. Pour la 4e actualité, on reste en France, où les Français vont payer 5 € par rendez-vous médicaux non honorés. Cette taxe, appelée taxe lapin, qui avait d'abord été proposée par Gabriel Attal, est en fait conservée dans le budget de la sécurité sociale du gouvernement Bayrou. Concrètement, l'idée est de prélever 5 € aux patients qui ont pris un rendez-vous chez un médecin et qui ne se présentent pas à leur rendez-vous. Alors le règlement de cette taxe n'est pas clair, mais Attal avait suggéré à l'époque vouloir utiliser l'empreinte de carte bancaire des patients mémorisés sur les plateformes de prise de rendez-vous médicaux comme Doctolib ou encore directement par les soignants. Et l'idée générale derrière cette taxe est de libérer des créneaux chez les médecins généralistes notamment. En fait, l'Académie de médecine estime que, je cite, chaque semaine, 6 à 10% des patients ne se présentent pas et près des 2/3 de ces défections concerneraient un premier rendez-vous. L'Ordre des médecins estime qu'au total, 27 millions de consultations médicales ne sont pas honorées par an. Et globalement, cela réduit la disponibilité médicale des praticiens impactés et limite aussi l'accès aux soins pour des patients en ayant réellement besoin. Et le principe de cette taxe lapin existe déjà chez nos voisins européens. Typiquement, les docteurs suisses et belges peuvent, sous certaines conditions, facturer aux patients les rendez-vous non honorés. En revanche, le montant de la taxe n'irait pas directement dans la poche des médecins. En fait, l'argent collecté via cette taxe sera au profit de la sécurité sociale, dont le déficit devrait dépasser les 20 milliards d'euros en 2025. Et pour la dernière actualité, on reste en France, où les inégalités de revenus continuent de se creuser. Concrètement, selon une étude de la Direction générale des finances publiques, entre 2003 et 2022, les 40 700 foyers fiscaux les plus aisés, soit environ 0,1% de la population, ont vu leurs revenus plus que doubler, à plus 119%, tandis que les 90% des ménages les moins riches ont vu leurs revenus progresser que de 39% en moyenne sur la même période. Désormais, pour faire partie des 0,1% les plus riches, il faut déclarer un revenu annuel d'au moins 463 000 €, avec une moyenne qui dépasse 1 million d'euros, soit 30 fois plus que le reste de la population. Alors l'enrichissement des plus aisés diffère de la plupart des Français. En fait, contrairement à la majorité des citoyens, dont 63% des revenus proviennent des salaires, les plus fortunés tirent leur richesse avant tout des dividendes et des plus-values financières pour 47% du total, des bénéfices de leur entreprise pour 10,5% ou encore des revenus fonciers pour 3%. Une tendance qui s'explique dans les chiffres, étant donné que le prix de l'immobilier ancien en France a été multiplié par 2,6 depuis les années 2000 selon l'INSEE, et l'indice boursier parisien, le CAC 40, a lui doublé sur la même période, ce qui explique l'accroissement des richesses. Et sur le plan de la fiscalité, toujours selon l'étude, alors que les 50% des Français les plus pauvres ont vu leur taux d'imposition réel augmenter, celui des ménages les plus riches a baissé. On apprend dans l'étude, je cite, le taux d'imposition moyen des 0,1% les plus riches est passé de 29,3% en 2003 à 25,7% en 2022. Une étude qui pourrait donc relancer le débat public sur une taxation renforcée des plus fortunés. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aide énormément à être mieux référencé. Merci et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.